C'est pour ça que moi, je crois qu'on a besoin d'un peu d'égalité, d'un peu de liberté, parce que c'est quoi la devise française ? Liberté, égalité, fraternité. Eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top. Il l'a fait. Emmanuel Macron s'est donc officiellement lancé dans la bataille présidentielle ce matin et se pose en candidat contre le système politique. Face à toutes ces révolutions, la France doit rentrer dans le 21e siècle. Et donc, I want France to be a startup nation. Et donc créer sa propre entreprise, c'est plus simple que trouver un patron. Parce que c'est notre projet! Situation inédite en France à 6 semaines de la présidentielle. Un candidat à l'élection est donc mis en examen. Il s'agit de François Fillon. Il a été entendu ce matin par les juges d'instruction. Voici les résultats de ce premier tour. C'est Emmanuel Macron qui arrive en tête à 23,7%. Marine Le Pen est en deuxième position à 21,7%. 39 ans et président, comme s'il avait peine à y croire. Le Parisien évoque ce matin le sourire presque juvénile du plus jeune président de l'histoire de la Ve République, d'après l'opinion, qui annonce, rien que ça, une révolution Macron. En apparaissant jeune et dynamique, élu dans des circonstances favorables, Emmanuel Macron est arrivé à l'Élysée avec un projet simple. Renouveler un système politique sclérosé par l'alternance droite-gauche. Répondre aux problèmes sociaux par la mobilité économique, et donc réformer l'État-providence français et faire du pays une start-up nation. Alors sans trop s'intéresser aux petites phrases qui font partie intégrante de sa stratégie de communication, et sans tomber dans le procès à charge, nous allons tenter de faire un bilan réussite-échec de la présidence Macron en essayant d'être un petit peu objectif. Car se contenter de dire que tout est mauvais ne nous mènerait à rien, nous devons travailler notre discernement. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, faisons une rapide mise au point. Le président n'est pas un roi, et même un roi ne fait pas tout ce qu'il veut. Il doit composer avec l'opinion, avec les groupes d'intérêt, dans l'État, hors de l'État, avec les enjeux politiciens, les enjeux économiques, et puis aussi les enjeux géopolitiques, les réalités du monde, tout ce qui est inattendu, les crises nationales, internationales. D'où d'ailleurs la nécessité, pour être un bon président, de ne pas être un administrateur, un politicien qui vit d'arrangement, mais d'être un homme d'État visionnaire. Et c'est d'ailleurs un critère qui peut nous aider à jauger la pertinence d'un candidat à l'élection présidentielle. Alors s'il faut donc être indulgent, cela n'empêche pas d'être exigeant avec nos dirigeants, mais il faut être lucide sur ce qu'on attend, et peut-être ne pas trop en attendre, ou en tout cas circonscrire les objectifs. Alors la priorité ici sera donnée à la question de l'innovation et de l'industrie, à la question de l'intégration européenne, à la question de l'éducation et de la jeunesse, principalement, car ce sont selon moi sur ces piliers qu'on peut réellement bâtir un avenir. Après, il y a d'autres thèmes comme le bilan social ou le bilan écologique, que l'on peut retrouver dressés par d'autres. Et nous nous intéresserons également aux crises, à la crise sociale des Gilets jaunes et à la crise sanitaire pour voir comment il l'a géré, comment il s'est adapté à des choses inédites. Donc dans tout cela, nous serons synthétiques, nous ne pourrons pas tout dire, mais nous chercherons à amorcer une réflexion pour travailler notre discernement politique. Alors sur ce thème, nous allons l'approcher par un exemple concret. C'est le plan quantique qui a été lancé en janvier 2021 par le président Macron. Il s'agit d'investir 1,8 milliard d'euros sur 5 ans pour rivaliser dans ce domaine de pointe avec les États-Unis et la Chine, qui en sont pour l'instant les leaders mondiaux. Alors c'est un secteur stratégique, car il s'agit de se placer sur une révolution technologique qui pourrait changer complètement la donne dans les prochaines décennies. En effet, l'ordinateur quantique serait 1 milliard de fois plus puissant en capacité de calcul que les ordinateurs actuels. Et donc cela changerait tout. Dans le domaine de l'informatique, des télécommunications, des capacités de calcul, de la cryptographie et donc de la cybersécurité et de la cyberdéfense. Donc c'est un sujet essentiel à l'autonomie stratégique de la France pour ne pas être dépendant des autres puissances sur ces questions-là. Et ce plan quantique a été traité de manière intelligente en faisant le lien entre la science et l'industrie, en organisant la recherche dans le cluster de Paris-Saclay, alors qui ne date pas d'Emmanuel Macron, et surtout en finançant la recherche, c'est-à-dire que dans cet investissement, il prévoit de financer des thèses, des post-doctorats, et également des bourses pour les jeunes talents,
en tout environ 200 postes, pour éviter que les chercheurs les plus talentueux dans ces domaines, par manque de financement, partent dans des universités étrangères, et que donc leur travail bénéficie à d'autres puissances. Et ça, c'est une mesure pertinente, car nous faisons face en France à une véritable fuite des cerveaux, qui touche particulièrement nos jeunes chercheurs, nos doctorants, qui partent aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Suisse, où les universités ou les grandes entreprises ont de très grands moyens de recherche, bien supérieurs à ceux que l'on a en France. Et ça, c'est une perte stratégique pour la France. Un autre domaine qui relève de l'innovation et en même temps de la souveraineté, c'est l'armée de l'espace, puisqu'en 2019, Emmanuel Macron a créé un commandement de l'espace, qui est en train de s'installer à Toulouse, qui sera pleinement opérationnel d'ici 2025, en comptant, pour ses débuts, plus de 500 personnels. Et cela montre bien que ce n'est pas un effet d'annonce. Il est financé à hauteur de 700 millions d'euros pour commencer, ainsi que d'un programme de 3,6 milliards d'euros pour renouveler toute la flotte des satellites militaires français, une dizaine environ, et notamment développer des nouveaux types de satellites. C'est le programme de nanosatellites Yoda, qui permettra de surveiller les satellites espions des autres puissances qui pourraient menacer nos propres satellites militaires, et d'ici 2030, qui utiliserait des armes laser pour neutraliser les satellites espions qui voudraient nous empêcher d'utiliser l'espace pour nos opérations armées. Donc c'est à la fois un gros investissement dans le secteur de l'innovation et d'un domaine de pointe, le spatial, et en même temps qui permet la souveraineté, l'autonomie stratégique, comme on l'a vu pour le quantique, c'est-à-dire l'indépendance nationale, et de se doter d'une capacité dissuasive contre les puissances spatiales, comme les États-Unis, la Chine, la Russie ou l'Inde, qui ont cette capacité d'espionner, voire de neutraliser des satellites militaires adverses. Alors c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, et qui en fait encore couler récemment, c'est la réforme du lycée, la réforme du baccalauréat. Alors pour l'instant, on n'a pas vraiment de recul sur cette réforme, qui s'est faite sans concertation, qui a été menée de manière assez erratique, alors aggravée évidemment par la crise du Covid, et sa gestion par le ministre Jean-Michel Blanquer. Mais Emmanuel Macron a voulu faire bouger les choses sur cette question-là, et il les a faites bouger, en soutenant politiquement son ministre pendant 5 ans, tout en y mettant quelques moyens financiers. Alors évidemment, on peut ne pas être d'accord avec le contenu de cette réforme, moi-même je ne suis pas complètement convaincu, mais il faut reconnaître la cohérence et la constance qu'il y a eu dans le domaine de l'éducation sur cette réforme du lycée. Alors il y a la spécialisation à la place des filières S, ES, L, de créer des spécialisations qui en soi sont très intéressantes, puisqu'il s'agit vraiment de préparer les élèves aux études supérieures, mais qui se fait au prix d'une désorganisation de la vie dans les lycées. Est-ce que ça va permettre de relever le niveau ? Voilà, beaucoup d'interrogations autour de cette réforme, mais on peut quand même mettre cela à son actif, au moins partiellement. Il y a donc également eu dans l'éducation le dédoublement des classes dans les réseaux d'éducation prioritaire pour les classes de CP et de C1 qui permettent à chaque enseignant d'avoir seulement 12 élèves. Alors là aussi, on a peu de recul. Est-ce que c'est une mesure réellement efficace ? En tout cas, sur le terrain, beaucoup d'instituteurs ont trouvé que c'était déjà positif. Est-ce que cela va permettre en soi de régler le problème ? Certainement pas. Mais là aussi, c'est un point à mettre au crédit du président. Et puis, troisième point, il y a eu toute une politique menée pour développer les études en alternance et développer aussi l'apprentissage. Donc le nombre d'apprentis et d'alternants a fortement augmenté, et cela a été obtenu en donnant des aides aux entreprises entre 5 000 et 8 000 euros par apprenti ou par alternant, donc ce qui les a encouragés à former des jeunes. Et c'est très important de valoriser ces filières professionnalisantes, alors qu'on envoie des masses de lycéens dans le général, et en produisant un très grand nombre d'échecs scolaires en abaissant le niveau du bac. Et puis surtout parce qu'on a besoin de main-d'œuvre dans tous ces métiers, que ce soit l'artisanat ou également le tertiaire, d'une main-d'œuvre bien formée. Alors Emmanuel Macron a été très actif dans sa politique industrielle, bien que son bilan soit fortement contesté et contestable, mais on peut relever par exemple la création des territoires d'industrie, ces 146 territoires industriels identifiés et encouragés à hauteur de 1,4 milliard pour financer les entreprises de taille intermédiaire. On a également un fonds pour l'industrie et l'innovation doté de 10 milliards d'euros qui permet chaque année, avec les dividendes, de financer 250 millions sur des projets de technologie de rupture pour financer des nanotechnologies, l'intelligence artificielle, tout un ensemble de start-up sur ces secteurs d'innovation. Et puis évidemment un investissement accru avec le fameux plan de relance dont on reparlera, qui dépasse les 20 milliards d'euros par an. Alors toutefois, la Cour des comptes a déploré l'empilement des dispositifs, la multiplication des mécanismes d'aide, en soulignant que leur efficacité était finalement inconnue,
malgré l'importance des budgets alloués. Et si on y pense, c'est pas une politique si nouvelle que cela. Emmanuel Macron n'est pas le premier à créer des dispositifs et à mettre des moyens sur la politique industrielle. Ça a été fait sous la présidence de François Hollande, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, mais on a beaucoup de mal à en voir l'efficacité. Alors on ne pourra pas enlever à Emmanuel Macron d'avoir massivement soutenu les entreprises et les travailleurs dans cette crise sanitaire. Les aides ont permis de sauver un grand nombre d'entreprises et également de maintenir le pouvoir d'achat de la plupart des travailleurs, avec évidemment le système de chômage partiel largement accessible et financé, et également un système de prêts aux entreprises. C'est 120 milliards de prêts qui ont été mobilisés, donc un bon volume d'aide qui a évité des faillites, mais qui n'a fait que finalement reporter ce problème-là, car ce ne sont pas des subventions aux entreprises, mais des prêts qui devront rembourser. Alors, dans son bilan économique, le président vante son bilan, notamment de la baisse du nombre de faillites, mais c'est en réalité assez artificiel, car beaucoup d'entreprises sont maintenues en vie par des prêts qu'ils n'auront probablement pas les moyens de rembourser. De nombreux chefs d'entreprise aussi ont arrêté leur activité en anticipant la faillite, et donc ils ne rentrent pas dans les statistiques des faillites. Et puis, les créations d'entreprises, dont Emmanuel Macron vante son bilan, sont essentiellement portées par les micro-entreprises, qui sont typiquement des emplois de livreurs en auto-entrepreneurs. Donc nous trouvons des points positifs dans le bilan d'Emmanuel Macron, même s'ils sont à nuancer. Alors voyons comment Emmanuel Macron s'est affronté à la gestion de crise, sa première grande crise ayant été celle des Gilets jaunes, à laquelle il a répondu d'abord par le mépris, puis par une répression policière violente, qui a amené à une escalade de la violence, qu'il a quelque part sauvé, puisque cela a empêché ce mouvement de prospérer et de garder un large soutien populaire. Et puis il s'en est sorti avec une gigantesque opération de communication aux frais du contribuable, en lançant son grand débat, puisqu'il a, souvenez-vous, ressorti les cahiers de doléances, c'était une première depuis 1789, mais il n'en a rien fait. Nous n'en avons plus entendu parler depuis 3 ans. Par contre, il a passé de nombreuses heures dans des réunions publiques, retransmises en direct sur les chaînes d'information continue, ce qui lui a permis de paraître en action et en contact avec le pays. Et puis, une fois le mouvement calmé, il a repris sa politique de plus belle. Et, lors de cette crise, l'État a été au bord de la rupture, les manifestants étaient très près de l'Élysée, et les forces de l'ordre au bord, elles aussi, de la rupture, puisque l'État en a fait un usage erratique et méprisant contre les manifestants, si bien qu'on s'est demandé si les forces de l'ordre n'allaient pas les laisser passer à un moment donné. Et donc toute cette crise, que l'on a finalement mis sous le tapis, ressortira d'une manière ou d'une autre, elle n'est pas sans conséquence pour le pays. Alors il y a beaucoup à dire sur cette crise sanitaire, et sa gestion par le pouvoir politique et par le président de la République. Tout d'abord, il n'y avait pas de plan de contingence. C'est une faute grave, car gouverner, c'est prévoir. Et à l'hiver 2019-2020, lorsque cette pandémie s'est développée, l'État n'avait aucun plan pour faire face à cette menace. Pourtant, on savait que cette menace existait, puisqu'il y a eu plusieurs grippes pandémiques qui se sont développées en Asie, notamment la grippe H1N1, qui avait amené la ministre de la Santé de l'époque, Roselyne Bachelot, à mettre en place un stock de masques, à mettre en place des capacités de production d'urgence de masques, mais tout cela a été démantelé, alors déjà sous François Hollande, mais poursuivi sous Emmanuel Macron. Et ça, c'est une défaillance de l'État. Une puissance comme la France doit avoir un plan de contingence. Ensuite, dans cette lignée, il n'y a eu aucune anticipation. Nos dirigeants ont nié le problème aussi longtemps que possible. Souvenez-vous que Emmanuel Macron est sorti au théâtre pour encourager les Français à sortir le 7 mars en disant « Ne craignez rien ». Une semaine après, il décrétait le confinement. Alors évidemment, on peut bien s'imaginer que si dès le mois de janvier, il nous avait demandé de nous confiner, ça aurait râlé dans les chaumières car personne ne percevait à ce moment-là l'ampleur de l'épidémie. Et on se souvient qu'en 2010, tout le monde est tombé sur Roselyne Bachelot lorsqu'elle a commandé 50 millions de vaccins contre le H1N1, alors que finalement, la maladie n'était pas si virulente et qu'elle ne s'est pas diffusée. Mais, dans tous les cas, cela n'empêchait pas l'État de se préparer, et normalement, il aurait déjà dû être prêt avec ce plan de contingent. Et donc, il en va de la responsabilité directe d'Emmanuel Macron, en tant que chef de l'État. Alors ensuite, une fois dans cette crise, il n'a pas mobilisé les citoyens, mais il les a infantilisés. Souvenez-vous du fameux épisode, par exemple, du masque, où on nous a expliqué qu'il ne servait à rien. Il y a eu aussi les promesses non tenues. Il avait été affirmé qu'il n'y aurait pas de vaccination obligatoire, ou qu'il n'y aurait pas de passe vaccinal. Et puis le président, cette crise l'a révélé, ne gouverne qu'avec lui-même. Toutes les décisions ont été prises en Conseil de défense, donc un conseil des ministres restreint et protégé par le secret défense.
Le président a largement ignoré le Parlement durant toute la première partie de la crise, tout comme il a ignoré le corps des médecins. Et finalement, il a couvert son incompétence par une grande politique de communication, en cherchant à polariser et à hystériser le débat, s'en prenant aux experts qui émettaient des avis différents, ou à toute personne qui s'opposait aux mesures prônées par le gouvernement. Alors, on peut trouver quand même dans cette crise des circonstances atténuantes, puisque c'est une crise mondiale à laquelle tous les pays ont été confrontés et que ce virus était inconnu. Mais néanmoins, par rapport aux critères que nous avons posés, il y a eu une incapacité à gérer cette crise correctement, et les conséquences humaines et financières sont gigantesques pour le pays, ainsi que les conséquences politiques et démocratiques. Avec son plan de relance post-crise sanitaire, le président Macron a engagé la France dans un deal perdant à long terme pour avoir des avantages à court terme. Concrètement, ce plan permet à la France de recevoir de la Commission européenne 40 milliards d'euros qui s'échelonnent entre 2021 et 2026. Mais d'où vient cet argent ? Eh bien, il est financé par la France, puisque la France est un des seuls contributeurs nets au budget de l'Union européenne, c'est-à-dire que nous donnons plus que nous recevons, avec un écart qui fluctue autour de 8 milliards par an, et pour financer l'ensemble du plan de relance européen, il en coûtera à la France 67 milliards d'euros. Finalement, pour avoir 40 milliards tout de suite, il faudra en dépenser 67 milliards plus tard. Et en cela, le président Macron a sacrifié l'intérêt de la France et des Français pour le bien de sa communication personnelle en vue de la présidentielle, car cela lui a permis d'annoncer tout un ensemble de mesures économiques supplémentaires juste avant d'entrer en campagne. Et bien sûr, il a emballé tout cela dans une rhétorique pro-Union en vantant la grande solidarité européenne. C'est le grand leitmotiv de la politique européenne du président, cette souveraineté européenne. Mais il ne peut pas y avoir deux souverains en une même contrée, donc s'il y a souveraineté européenne, il n'y a plus de souveraineté française. Et cela, c'est un point sur lequel nous pourrons revenir spécialement dans une vidéo, dites-le en commentaire. Emmanuel Macron a sans cesse parlé depuis 2017 du couple franco-allemand, mais ce couple franco-allemand n'existe pas. Aujourd'hui, les Allemands commandent les institutions de l'Union européenne, la Commission européenne, et également l'euro. Rien ne peut se négocier sans l'accord de l'Allemagne, c'est en réalité l'Allemagne qui est souveraine plutôt que l'Europe. Et on l'a vu dans ce plan de relance, puisque Macron a dû mendier ce plan de relance aux Allemands qui leur ont imposé leurs conditions. Et non content de ce résultat, le président Macron veut aller encore plus loin dans cette unionisation de la politique française, avec une armée commune et une politique étrangère commune. Il a même été envisagé un temps, peut-être l'est encore, en tout cas cela a été démenti, de partager le siège de la France au Conseil de sécurité des Nations Unies avec l'Allemagne, ou même de le donner à l'Union européenne. Donc finalement, sous le vocable de souveraineté européenne, Emmanuel Macron a d'autant plus soumis la politique de la France à l'Union, même si cela ne date pas de lui, et fait en fait avancer le fédéralisme européen, sans le dire. Enfin, le nucléaire, cette question fondamentale de l'énergie. Emmanuel Macron a commencé avec la fermeture de Fessenheim, une centrale nucléaire tout à fait opérationnelle qui avait reçu de très forts investissements ces dernières décennies, donc qui pouvait tout à fait continuer, et puis qui a aussi arrêté en 2019, c'était passé inaperçu, le projet Astrid. Astrid, c'était un projet de réacteur prototype de 4e génération, capable de consommer les déchets nucléaires en guise de combustible. Tout cela pour finalement nous annoncer, fin 2021, qu'il veut construire des EPR de 3e génération. Et puis quelques mini-réacteurs avec son plan de relance, mais dont on peut douter de l'utilité pour la France, en tout cas métropolitaine. C'est surtout une stratégie d'exportation, mais un marché sur lequel il y a déjà de nombreux concurrents qui sont très en avance sur la France. Et puis dans le même temps, la présidence Macron a promu les éoliennes offshore, qui dégradent le milieu marin et le paysage, et il a aussi promis de sortir du charbon, puisque nous avons en France 4 centrales au charbon qui permettent de pallier aux variations de la demande d'électricité, et cela étant d'autant plus utile qu'avec les éoliennes ou le solaire, la production peut fortement varier selon le taux d'ensoleillement et l'importance du vent. Donc finalement, sur tous ces points-là, on voit que derrière les apparences, derrière une politique de communication très active, la présidence Macron manque de consistance. Mais pour moi, le plus révélateur, c'est l'affaire McFly et Carlito. Le président Macron a rabaissé la fonction présidentielle et notre patrimoine commun, l'Élysée. Il s'est livré à des enfantillages, tout ça sous prétexte de faire apprendre les gestes barrières aux jeunes. Mais est-ce que le président, celui qui préside au destin du pays, n'a que ça à dire aux jeunes ? Aux millions de jeunes qui l'ont regardé ? Des anecdotes, vraies ou fausses ? Vérité ou mensonge ? Rien de plus ? Alors, pour faire le bilan du bilan,
Emmanuel Macron a voulu faire des choses nouvelles. Il n'a pas tout raté, mais il ne me semble être qu'un énième énarque finalement. Certes, il est jeune et dynamique, mais en réalité, il fait beaucoup de communication et n'a que très peu de vision, de cohérence. On l'a vu dans la gestion de crise, et on l'a vu sur des questions de fond, comme l'énergie, l'industrie et la fameuse souveraineté européenne. La réalité, c'est que les moyens politiques aujourd'hui sont à Francfort, sont à Bruxelles, la douane, la politique migratoire, la politique commerciale, la monnaie, tout ça ne se décide pas à Paris. Et Emmanuel Macron n'a fait que renforcer ce système-là. Ainsi, le seul levier de son action politique, c'est la dépense publique, et donc l'endettement. En somme, tout ce qu'ont fait ses prédécesseurs depuis une quarantaine d'années. De quoi s'interroger sur ce qu'on appelait une rupture, ou que lui-même appelait une révolution. Alors, pour cette élection présidentielle de 2022, quelqu'un peut-il faire mieux, ou moins pire que Macron? Comment pouvons-nous le savoir? Eh bien, c'est à vous de vous qualifier, à vous de travailler votre discernement. Et à cette fin, dites-nous en commentaire les sujets dont vous avez besoin que nous discutions dans de prochaines vidéos.